Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'hôpital. Aujourd'hui, j'accueille Lidvine Vaillant. Elle est étudiée à Sciences Po après 15 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Écrire son mémoire sur les transformateurs de la santé, puis en faire un livre, elle nous raconte son aventure. D'abord, merci beaucoup, Aude, de m'avoir invitée. Voilà, Lidvine Vaillant. J'ai travaillé effectivement pendant plus de 35 ans dans l'industrie pharmaceutique, dans différentes fonctions, d'abord au marketing et puis ensuite dans le management d'équipe de vente, et toujours avec une optique très pragmatique et opérationnelle. J'étais pas du tout attirée par tout ce qui était trop stratégique, ou dès que ça devenait trop éloigné du terrain, ça m'a plus intéressée. Et au bout d'un moment, j'ai aussi vu le métier de manager évoluer considérablement. Et moi-même, j'ai été amenée à finalement m'éloigner du terrain parce que on était beaucoup plus dans le suivi d'indicateurs de performance que dans l'accompagnement de nos équipes sur le terrain. Et je dois dire que je me suis aperçue que ça ne me convenait plus à un moment donné. Et donc, j'ai préféré quitter cette industrie et effectivement revenir sur les bancs de l'école pour élargir ma connaissance de l'environnement de la santé, qui était finalement assez réduite au prisme de l'industrie pharmaceutique, quoi. Et donc, l'intérêt de cette formation, c'est que ça m'a donné une vision large, une vision hélicoptère de l'ensemble de l'environnement de la santé avec ses acteurs, et un format de pédagogique très intéressant avec des conférences très, très nourrissantes. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que tu as dû écrire un mémoire, c'est ça ? Exactement. Donc, quand s'est posée la question du mémoire, j'ai été très partagée parce que j'avais pas un sujet, je suis pas une technicienne, donc j'avais pas un sujet de fond à proposer. Pour autant, j'étais toujours très intriguée, et puis je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la posture du manager et ma juste posture quand j'étais dans ce job-là. Et est-ce qu'il existait d'autres méthodes alternatives de management, parce que je dirais que mon expérience sur les dernières années dans cette fonction m'ont pas satisfaite, quoi. Donc j'étais encore en recherche d'une autre façon de procéder, d'un autre management à envisager, quoi. D'accord. Donc du coup, tu as décidé d'aller rencontrer justement des gens qui avaient créé des organisations différentes, qui manageaient différemment dans la santé. Voilà, exactement. Donc en fait, le vrai déclic, ça a été la lecture du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, dans lequel il fait état de très nombreuses organisations dans le monde entier, petites, grandes, quel que soit le secteur, qui, avec des leaders qui réinventent leur organisation et surtout qui redonnent autonomie et responsabilité à leurs collaborateurs. Et dans la santé, il cite l'exemple de la société de Buurtzorg, fondée par Jos de Blok il y a un peu plus de 15 ans maintenant, en Hollande, dans les soins infirmiers à domicile. Et donc, ce Jos de Blok, il a imaginé un fonctionnement en équipe autonome, avec donc des infirmières qui n'ont pas de patron en tant que tel, et qui décident entre elles de leur mode de fonctionnement, prennent leurs décisions en équipe. Et donc j'ai été très bluffée par l'existence de cette structure, de ce type d'organisation. Et donc je me suis dit, mais voilà, c'est ça, il faut que j'aille à la rencontre de ceux qui, en France, est-ce qu'il y en a qui essayent de déployer ce modèle-là dans leur structure de santé. Et donc voilà, je suis allée un peu à la rencontre de toutes ces personnes qui essayent d'innover dans leur façon de manager leur organisation. Donc, tu es partie en fait à la recherche des transformateurs. Tu en as rencontré beaucoup ? Oui, j'en ai rencontré. J'ai fait une trentaine d'interviews. Oui, j'en ai rencontré pas mal finalement. Un grand nombre. J'étais assez étonnée et agréablement surprise moi-même. Et aussi, j'ai fait le choix de ne pas me limiter à uniquement ceux qui interviennent dans des établissements de santé, mais aller aussi vers s'intéresser à un large panel d'innovateurs, de transformateurs dans la santé, quelle que soit leur structure, que ce soit une association, start-up,
start-up, bien sûr centres hospitaliers, cliniques, privés, caisses d'assurance maladie, industrie pharmaceutique. Donc voilà, tous ceux qui avaient peu ou prou essayé et essayent, je veux dire, c'est toujours un chemin quotidien, essayent de transformer leur façon de travailler et surtout pour redonner un peu de possibilités d'initiative et de responsabilité aux acteurs de terrain. Mais alors, comment tu les as trouvés? Comment tu t'y es pris pour rencontrer toutes ces personnes? En fait, c'est un peu, je dirais, de proche en proche. J'ai vu quelques vidéos de ci, de là, de quelques interlocuteurs comme par exemple Dominique Pont. Je me dis tiens, celui-là il est assez bluffant. Comment est-ce que je pourrais rentrer en contact avec lui? Et puis après Philippe Colomba. Et puis voilà, de proche en proche. Et puis voilà, j'ai aussi voulu trouver voir si en France certains s'inspiraient de l'organisation Buurtzorg. Et donc du coup, par Guillaume Alzac, j'ai découvert donc Soignons Humains, l'association qu'il a montée. Et puis de proche en proche, je me dis tiens, tu devrais aussi aller voir un tel, ça pourrait être intéressant. J'ai rencontré donc Clément de Saint-Olive de chez Alenvie, qui lui m'a dit tiens, nous, tu vois, on a monté notre organisation, notre start-up vraiment d'emblée sur ces principes d'organisation un peu responsabilisée plutôt que libérée. Et donc tu pourras aller voir Antoine Blondel à Rouen, qui lui au contraire a récupéré une structure et la transforme encore aujourd'hui pour aller vers un fonctionnement en équipe autonome. Donc ça s'est vraiment passé en fait voilà, au fil du temps, au fil des rencontres, sans trop chercher à contrôler quoi que ce soit, mais en tout cas accueillir les noms et les rencontres qu'on me soumettait et qui pouvaient être riches d'enseignements. Donc c'est sur la base de tous ces entretiens que tu as écrit ton mémoire, et puis ce mémoire est devenu un livre. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement. Donc j'en ai fait un mémoire, donc dans le format Sciences Po, 3 parties, tout ça. Et puis en fait, le plus intéressant en annexe, et avec tous ces récits d'expérience justement de toutes ces personnes que j'avais rencontrées. Et c'est vrai que beaucoup de gens à qui je parlais de ce mémoire, avec qui j'ai échangé, m'ont dit mais c'est vraiment un beau sujet, c'est très très intéressant parce que il y a un vrai panorama assez large d'organisation et donc il faudrait qu'il y ait une diffusion un petit peu plus large, tu devrais le publier. Et là je me dis s'il faut se lancer dans la publication, réécrire le texte, pour moi ça avait été assez difficile parce que je trouvais que c'était un exercice un peu solitaire qui me convenait pas trop, mais donc me lancer dans la réécriture d'un livre, alors là j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et puis finalement, je me suis quand même lancée à la recherche d'un éditeur et puis j'en ai trouvé un, voilà, les éditions AFNOR. Et puis ensuite, je dirais que le format du livre est venu assez vite. Et assez naturellement pour le coup là laisser vraiment la part belle à toutes ces initiatives opérationnelles et rester. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de très très opérationnel et le libérer de tout son jus un peu intellectuel que j'avais pu mettre dans le mémoire pour que ça, je dirais, ça me corresponde plus à moi, quoi. Voilà. Tu as bien fait parce que ça rend toutes ces interviews et tous ces entretiens disponibles à tous et nous-mêmes on n'aurait pas pu lire tout ça si tu l'avais pas publié, donc merci Lidvine. Alors on va bien sûr parler de quelques exemples que tu cites dans ton livre, mais juste avant j'avais une question, puisque tu as rencontré tant de personnes différentes, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces transformateurs? En fait, tous ces gens-là finalement ils ont chevillé au corps la volonté d'abord de pas porter seule la responsabilité de leur organisation et aussi ils portent cette conviction que ce sont vraiment ceux qui font qui savent. Et or, ceux qui font, ce sont les opérationnels de terrain. Donc, que ce soit les auxiliaires de vie dans des structures d'aide à domicile ou les infirmières dans des structures de soins à domicile. Ce sont les infirmières ou les cadres de santé dans les services hospitaliers. Et donc, cette conviction que vraiment les innovations, elles ne peuvent émerger que par les personnes, les vraies innovations utiles aux patients, elles ne peuvent émerger que par les personnes qui sont en contact avec les patients tous les jours. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose. Et donc,
c'est la conviction que s'ils gardent la responsabilité sur leur dos uniquement, ils vont se priver finalement de cette capacité d'innovation de leur organisation. Et je pense à un certain que j'ai rencontré, Dominique Pont, ou leur objectif, c'est vraiment de faire émerger l'innovation au service du patient, pour être toujours plus proche des besoins du patient et y répondre le mieux possible. Après, un autre aspect très important qui vraiment est commun à toutes ces figures, c'est le fait que ils ont d'abord leur première préoccupation, c'est le patient. C'est le soin, la qualité des soins aux patients. Et donc, c'est pas le patient qui va s'adapter à l'organisation, c'est l'organisation qui va s'adapter au patient. Et ça construit tout, quoi. C'est très structurant. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est que dans toutes ces organisations, ça reprend vraiment ce qu'a écrit et le livre de Frédéric Laloux, cette raison d'être de l'organisation, c'est vraiment ce qui va driver toutes les décisions et toutes les actions de l'organisation. Et c'est vraiment dans toutes ces structures, il y a une vraie raison d'être puissante et forte et alignée avec leurs valeurs, qui fait que c'est extrêmement cohérent, et extrêmement puissant. Comment tu définirais du coup les raisons d'être Par exemple, à l'Envie, leur raison d'être, c'est dans les soins infirmiers à domicile, c'est humaniser l'accompagnement des personnes âgées, vulnérables, Donc cette notion d'humaniser l'accompagnement et de pas être dans une philosophie de tayloriste, mécaniste des soins qui va vouloir facturer un maximum et aller de plus en plus vite pour facturer de plus en plus, Donc c'est vraiment une philosophie, une raison d'être qui drive l'organisation et qui va même, comme Buurtzorg d'ailleurs, va même au-delà, puisque ça va ensuite fédérer les énergies, des énergies collectives de l'ensemble des acteurs de cet environnement, des soins à domicile et des soins infirmiers et des services à domicile et des soins infirmiers à domicile. Et c'est pour ça que ces structures comme Soignons Humains, à l'Envie, Autonome à Rouen, Vivat, l'Atelier 48 se sont constituées dans un collectif qu'ils appellent l'Humain d'abord, pour accompagner les structures qui veulent se transformer vers ce fonctionnement en équipe autonome. Et donc cette raison d'être, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'organisation et même au-delà de l'organisation de l'ensemble de l'environnement. Et c'est aussi très fort chez Buurtzorg en Hollande parce que typiquement ça bouleverse complètement le concept de compétition, Parce que ces structures-là finalement ne sont plus en compétition les unes contre les autres, elles sont au contraire partenaires pour faire bouger l'environnement et pour faire bouger les structures qui souhaitent évoluer dans ce sens-là. Bon, alors je pense qu'il faut qu'on passe vraiment au concret parce que tu énonces énormément de concepts hyper intéressants et on se demande concrètement comment c'est mis en place. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de structures qui t'ont marqué ? Oui, écoute, alors la première que j'aime bien citer, c'est Philippe Colomba. Donc Philippe Colomba, c'est un chef de service, professeur d'hémato-onco à Tours, qui a mis en place déjà dans les années 90 une démarche qui s'appelle la démarche participative, qui a été labellisée, homologuée par la HAS. Et déjà à l'époque, c'était pour répondre à la souffrance des soignants. C'était comment soigner nos soignants pour mieux soigner les patients. Et donc, il a développé une méthode de management de son service, autour de 5 piliers très importants. Donc le premier pilier, c'est la mise en place de staff pluriprofessionnels. Le deuxième, c'est des formations internes au service. Alors le troisième, c'est la possibilité d'offrir un soutien aux équipes dans des situations compliquées. Le quatrième, c'est d'avoir une démarche projet sur toutes les possibilités, les démarches d'amélioration qui sont envisagées. Et le cinquième, le dernier qu'il a mis en place, qu'il a rajouté après, c'est d'avoir des espaces de parole pour les managers. Voilà. Et donc,
parmi ces 5 piliers, je vais pas tous les développer, mais le plus important, c'est certainement les staffs pluriprofessionnels qui mettent autour de la table l'ensemble des personnes impliquées dans le suivi des patients. Ça se fait pas habituellement dans les services ? Eh ben, alors, si, il y a, les staffs sont très, très répandus dans toutes les prises de décision pour les soins aux patients. Mais par contre, ce qui est là assez unique, c'est que dans cette méthodologie et dans son service, il arrive à réunir dans une même espace-temps et de lieu, unité de lieu, des aides-soignantes, les infirmières, les médecins, le personnel paramédical, toutes les personnes qui sont concernées par le suivi des patients. Et donc, pendant ce staff pluriprofessionnel, il y a des décisions qui sont prises autour de la prise en charge du patient pour définir un plan personnalisé de soins. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir les regards croisés de chacun, parce que l'infirmière ou l'aide-soignante, finalement, c'est elle qui passe le plus de temps avec le patient. Et à l'inverse, le médecin, il a une vision un peu plus peut-être médicale et plus technique du patient. Et donc, ça apporte une richesse de regard et de vision sur les soins qu'on peut proposer aux patients, qui est bien supérieure. Et donc, avec une démarche très, très structurée dans les prises de décision, puisqu'ils vont fonctionner avec 3 tours de table. Donc, un premier tour de table où chacun donne un peu son avis sur le patient en question. Au deuxième tour de table, on va essayer de faire émerger des propositions, voir quelles sont les propositions qui émergent. Et le troisième tour de table, c'est la recherche d'un consensus, mais qui n'est pas forcément toujours possible. Auquel cas, de toute façon, c'est quand même le médecin qui garde la responsabilité de la décision. Donc, s'il ne suit pas le consensus, il doit expliquer à l'équipe, à l'ensemble des personnes présentes, pourquoi il ne suit pas ou il ne suit pas les recommandations du groupe. Mais au moins, les infirmières, les aides-soignantes se sentent entendues, écoutées, respectées, et elles comprennent les décisions, même si c'est pas ce qu'elles auraient voulu qui se passe, quoi. Voilà. Ouais, donc on est sur des décisions collectives ou en tout cas qui sont vraiment explicitées et qui sont claires et qui font consensus, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une écoute de chacun, et il est très, très vigilant. Il insiste beaucoup sur l'ordre de parole qu'il impose. C'est que il s'est aperçu que s'il faisait parler d'abord les médecins, ensuite plus personne ne parle. Donc il insiste pour faire parler d'abord les infirmières, d'abord les aides-soignantes, ensuite les infirmières, et enfin les médecins et les autres intervenants auprès du patient, pour que vraiment on entende, parce que c'est quand même le comble, c'est quand même les infirmières et les aides-soignantes qui sont le plus proches des patients. Les patients se livrent le plus auprès de ces personnes-là, et donc ce serait dommage de pas entendre ce qu'elles ont à dire, quoi. Voilà. Et voilà. Dans ton livre, tu parles beaucoup, je pense, de l'écoute. L'écoute, ça a l'air central dans toutes ces organisations qu'on décrit. Dans l'autre initiative Soignons Humains qui est citée dans ton livre, il me semble que ces prises de décision collégiales et cette manière de fonctionner se retrouvent aussi un peu. Tu peux nous en dire plus ? Donc Soignons Humains, c'est typiquement, je dirais que c'est la fille de Buurtzorg en Hollande, puisque c'est vraiment des soins infirmiers à domicile. Et donc Guillaume Alsac, qui a fondé Soignons Humains, a mis en place, il y a actuellement un certain nombre d'équipes qui fonctionnent dans le nord de la France, notamment autour de un fonctionnement d'équipes autonomes. Donc il n'y a pas de chef. Elles n'ont pas de supérieur hiérarchique qui va leur dicter où elles doivent aller, quand et combien de temps. Et simplement, elles prennent leurs décisions entre elles. Et il y a des rôles tournants, je dirais, de responsabilité, parce que bien sûr, les responsabilités du chef, elles ne disparaissent pas pour autant. Et donc, c'est chacune, à leur tour, qui assume les rôles de mentor pour un nouvel arrivé, les rôles de trésorier, les rôles de, bien sûr, la décision pour les soins, les rôles d'administratif. Et donc, bien sûr, ça nécessite beaucoup d'écoute, une capacité à communiquer et à écouter les avis des autres, et à prendre en compte les avis des autres. Et donc, pour, je dirais, autonomiser la responsabilité de ces infirmières qui interviennent au domicile des patients. Mais alors, une équipe, c'est combien de personnes ? Une équipe, c'est entre 8 et 12 infirmières.
Et donc il y a plusieurs équipes, j'imagine, qui travaillent en parallèle. Comment elles sont connectées les unes aux autres? Alors non, les équipes en fait sont, je dirais, elles s'occupent d'un certain nombre de patients et elles sont connectées. Elles sont pas forcément connectées les unes aux autres, mais en tout cas elles sont. Le noyau, c'est l'équipe, quoi. Voilà. Elles sont connectées par c'est une structure géographique. Tu vois, elles agissent, elles interviennent sur un secteur donné et elles se partagent les patients. Elles sont en moyenne, alors que dans un fonctionnement classique, un patient il peut avoir peut-être 2, 3, 4 interlocuteurs. Là, dans ce fonctionnement en équipe autonome, un même patient, il va avoir au maximum deux intervenantes à domicile. Donc c'est beaucoup plus pour le patient, c'est quand même je dirais. Oui, une qualité de prise en charge et une complicité, une qualité de vie bien supérieure. Après, donc il y a ce fonctionnement en équipe autonome, et il y a aussi dans le fonctionnement de l'organisation Buurtzorg, la philosophie, il y a aussi le fait d'apporter des soins holistiques aux patients. C'est pas juste faire une piqûre et je m'en vais, c'est vraiment apporter des soins complets à la personne, d'un point de vue bien sûr médical, d'un point de vue technique, les soins techniques, mais aussi, pourquoi pas spirituels, mais aussi d'accompagnement en lien avec les autres acteurs de santé locaux. Donc c'est vraiment apporter une prise en charge complète et très globale du patient. Ouais, en fait, c'est une notion du soin qui n'inclut pas que le fait de guérir la personne de sa maladie, mais qui la prend vraiment en compte dans sa totalité. Hein, ouais, exactement. Ouais, en tout cas, il faudra absolument qu'on l'invite. Et tout comme beaucoup de personnes présentées dans ton livre, on a très envie de les inviter et d'en discuter aussi avec eux. Il me semble que tu voulais aussi nous parler de Dominique Pont et de la clinique Pasteur à Toulouse. Oui, alors Dominique Pont, c'est vraiment une figure très, très intéressante, très impressionnante parce que très charismatique. Et puis très en décalage par rapport à, je dirais, aux grands managers qu'on a l'habitude d'entendre, qui ressassent des concepts parfois théoriques, alors que lui, il s'inscrit en faux par rapport à tout ça. Et vraiment, ce qui compte pour lui, c'est sa devise, c'est aimer et manager, c'est la même chose. Donc ça situe quand même le personnage. Et c'est rare d'entendre ce genre de choses. C'est vrai, oui, totalement. C'est très très atypique. Et pourtant, c'est pas. Alors c'est très intéressant parce que c'est une clinique, c'est une des premières cliniques privées de France. Donc c'est pas le monde des bisounours où les chiffres n'ont pas d'importance, hein, ou même ça s'adresse ils sont quand même à la clinique Pasteur, il y a plus de 1400 collaborateurs, donc c'est pas la petite équipe. Et pour autant, vraiment, lui, son moteur, c'est ça. Et alors, ce qui l'anime, lui, c'est vraiment de contribuer à faire en sorte que ses collaborateurs soient finalement vivants au travail comme ils le sont chez eux. Parce qu'il s'est aperçu, et on s'aperçoit tous, que finalement, tout individu, quand il est dans sa sphère privée, il prend des initiatives, il est capable de prendre des responsabilités, il entreprend des choses, il monte des projets. Et puis, bien souvent, trop souvent, quand on arrive au travail, tout d'un coup, la lumière s'éteint et on fait notre petit boulot et puis ensuite on repart, quoi. Et donc lui, ça vraiment sa volonté et ce qui l'anime, c'est de faire correspondre et de faire en sorte que ces personnes soient une, quoi, qu'elles soient elles-mêmes, et aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et donc il a mis en place une structure qui s'appelle La Fabrique pour recevoir justement toutes ces idées, parce que voilà, tous les collaborateurs finalement savent très très bien ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité des soins. Ils ont des idées, mais bien souvent ils sont pas entendus ni écoutés. Et donc il a mis en place un lieu qui s'appelle La Fabrique, où chaque collaborateur qui a une idée qui soit bien sûr en lien avec les valeurs de la clinique et qui permette d'améliorer la qualité des soins, ils peuvent proposer ce projet dans ce lieu, et il y a des personnes qui se mettent à leur disposition pour les aider à mettre en œuvre leur projet. Et donc il y a eu
pas mal de projets qui sont nés comme ça, comme par exemple trop de bruit en réa. Et donc certains ont élaboré un outil pour minimiser la nuisance sonore en réanimation. Un autre, c'est comment mieux communiquer avec les patients qui ne parlent pas forcément notre langue. Il y a eu aussi les cuisines ont imaginé un repas de mariage à l'hôpital. Parce que parfois il y a des patients qui viennent, qui sont en fin de vie et qui ont besoin de protéger leurs proches, donc de se marier à l'hôpital. Et donc la cuisine s'est dit, mais enfin quand même, on peut pas laisser passer ça sans faire un geste particulier. Et donc ils ont imaginé un repas de mariage un peu plus festif pour ces patients-là, pour marquer le coup. Tous les ans, il met en place une semaine Vie ma vie, pour inciter chacun à sortir de son job de tous les jours et aller connaître et rencontrer et découvrir le travail d'un collègue. Et donc voilà, sur une journée, chacun peut s'inscrire et sur une journée ou une demi-journée, on va pouvoir aller découvrir le travail d'un collègue qu'on ignore et donc mieux comprendre ses contraintes et donc forcément mieux coopérer ensuite ensemble, quoi. Voilà. Mais alors, il y a une question qu'on se pose parce que souvent, si on a un projet dans la sphère pro, il peut être freiné par des questions de financement. Alors, comment il le gère à la clinique Pasteur? Ça coûte cher, tout ça? Eh ben, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les meilleures idées sont souvent les moins coûteuses. C'est-à-dire que oui, il y a eu aussi ces idées-là ne sont pas très génératrices de budget. Et quand c'est générateur de budget, Dominique Pont, lui, il se fait fort de trouver les moyens financiers pour soutenir et aider et faire en sorte que, à partir du moment où le projet est à forte valeur ajoutée et puis que ça va améliorer la qualité des soins, je vois aucun dirigeant dire non, on va pas faire ça parce qu'on n'a pas l'argent. Non, si ça peut favoriser et ça peut améliorer la qualité des soins, forcément ça va dans le bon sens, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que bien souvent ces projets ne sont pas du tout coûteux, quoi. Il y a eu aussi encore une autre idée un autre projet que Dominique Pont cite souvent, c'est qu'il a mis en place, la cuisine a proposé de mettre en place sur les toits de la clinique un jardin potager pour et pour les patients qui auraient envie de jardiner exactement, et puis aussi pour la cuisine, pour avoir des produits locaux un peu plus de qualité, circuits courts, etc. Voilà. Donc, et tout ça, et d'ailleurs il expliquait que cette équipe de cuisiniers, ils étaient venus avec un vrai compte de résultats, un compte d'exploitation, une vraie proposition étoffée budgétairement. Et Dominique Pont avait été impressionné de voir cette réflexion, cette démarche, et au final, ça a été même au-delà de ce que lui imaginait. Il n'y avait pas forcément nécessité d'aller jusque cette réflexion d'un compte de résultats, mais les collaborateurs étaient tellement motivés par cette idée qu'ils se sont dit, il faut absolument qu'on arrive à montrer que c'est viable économiquement et que on va, qu'il y aura, que c'est viable économiquement. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces initiatives? Est-ce qu'il y a des grands points communs et des enseignements à partager avec d'autres acteurs de santé qui auraient envie d'impulser les mêmes changements? Les enseignements, c'est que finalement, les meilleures idées viennent souvent des gens qui sont au contact des patients, et que il suffit de les interroger, de leur laisser un espace de parole, et puis de leur laisser un espace de créativité pour que l'innovation émerge. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum d'autonomie, justement, pour pouvoir se sentir, je dirais, légitime à faire des propositions, quoi. Voilà. Après, donc c'est d'abord le patient first, quoi, le patient en premier, et ensuite, ce sont vraiment ceux qui savent, et donc faire confiance, lâcher du mou, lâcher du pouvoir, et voilà. Et puis aussi se lancer, accepter de pas être parfait d'emblée. Le droit à l'erreur, ça c'est un point. Voilà. Le droit à l'erreur, le droit et c'est vrai que c'est typiquement cet environnement de la fabrique. C'est un peu ça, c'est le droit de se tromper, le droit de tâtonner, le droit pour ensuite arriver à quelque chose de performant et puis surtout d'utile, quoi. Je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont aussi envie de réinventer le secteur de la santé, c'est le titre de ton livre. Qu'est-ce que tu leur conseilles?
Je leur conseille de pas se laisser écraser par le poids de l'administratif, le poids de l'administration, le poids de tout ce qui est en dehors de leur cœur de métier. Et je leur conseille de s'associer parce qu'ils sont forcément pas seuls. Ça, c'est très important de pas rester seul et de proposer. Voilà, de proposer des idées, de proposer c'est vraiment l'idée maîtresse, c'est que tous ces gens qui sont au contact des patients savent exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est dommage de le garder pour eux. Et quitte à le faire un peu en sous-marin au début, tenter des choses, s'inspirer de ce qui est fait par les autres transformateurs qu'on vient d'évoquer, mais sans forcément vouloir les copier, parce que ça marchera pas forcément de la même façon pour eux, mais se dire que c'est possible, quoi. Voilà, se dire qu'il y a une fenêtre, surtout aujourd'hui où la crise du Covid est passée par là, où on a vu que les professionnels de santé étaient totalement capables de réagir et de s'organiser pour faire face à cette pandémie, et que finalement le problème ne venait pas d'eux mais plutôt un peu au-dessus, quoi. Et donc ils ont vraiment toutes les clés en main. Et donc je dirais que c'est surtout du courage et de l'envie de transformer, mais et pas forcément se fixer des objectifs trop grands, quoi. Y aller petit à petit, pas à pas, d'abord clandestinement, puis ensuite peut-être un peu plus au grand jour. Donc si je résume, pour les gens du terrain, ce serait vraiment de proposer et de se lancer, de chercher à vraiment faire changer les choses à petite échelle, puis après aller prouver aux dirigeants que ça a un impact. Et inversement, du côté des dirigeants, ça serait d'oser en fait être à l'écoute finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Alors du côté des dirigeants, c'est il faut avoir envie. Il faut avoir envie et il faut avoir cette valeur-là en soi, de croire dans les autres, quoi, et d'être, donc de lâcher du pouvoir, de lâcher un peu de l'ego, d'accepter de faire un travail sur soi pour se transformer, parce que on transforme pas une organisation malgré soi, et donc de la part du dirigeant, c'est très important de faire ce travail de transformation d'abord sur soi, pour se rendre compte que y a pas de catastrophe si il lâche un peu de la prise de décision, ou qu'il écoute un peu plus ses collaborateurs. Il y a pas une remise en cause personnelle qui va être faite, bien au contraire. Oui, on le voit dans ton livre, il y a pas de catastrophe, au contraire, il y a plutôt beaucoup de succès, une meilleure qualité de prise en charge des patients et une meilleure qualité de vie au travail pour les soignants aussi. Donc c'est clairement un enseignement à retenir, je pense. Aujourd'hui, donc ton livre a été publié. C'est quoi la suite pour toi ? Pour moi, la suite, c'est, je dirais, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer, de témoigner de ces initiatives pour, j'espère redonner un peu d'espoir ou donner envie à d'autres de se lancer. Et par pollinisation, par capillarité, par contagiosité, par catalyser un peu toutes ces énergies qui finalement existent, sont sur le terrain. J'ai pas rencontré de soignants qui étaient, découragés et qui ont pas envie de faire mieux, quoi. Donc c'est aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de témoigner de ces expériences, de ces innovations, et puis peut-être inspirer d'autres, sur d'autres organisations, pour que ça fasse un peu tache d'huile, quoi. Voilà. C'est un peu ça, toi, t'as raison d'être, alors. Voilà, c'est ça. Ma cause, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Bon, un immense merci, Lidvine, pour ton temps, pour ton témoignage extrêmement riche. Si vous voulez donc lire le livre de Lidvine, il s'intitule « Réinventons le secteur de la santé. Ils l'ont fait, découvrez leurs clés » aux éditions AFNOR. Encore merci beaucoup, Lidvine. Merci à toi, Aude, pour ce temps et cette énergie que tu développes pour les transformateurs et pour faire parler les transformateurs. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Et rendez-vous mercredi dans 15 jours pour le prochain épisode.